primé par les autorités burkinabées et en premier chef le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. La mise en route de cette nouvelle brasserie vient s'ajouter à la longue série depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État le 30 septembre 2022. Faut-il y voir le symbole d'une victoire contre l'impérialisme? Nous en discutons dans la première partie de cette émission. À quelques semaines du deuxième sommet de la conférence des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel prévu à Bamako les 22 et 23 décembre prochains, les ministres des Affaires étrangères de l'espace confédéral balisent le terrain à Ouagadougou. Que retenir des travaux des chefs de la diplomatie des trois pays? C'est le second sujet enrôlé à ce débat de presse. Et c'est au cours de cette rencontre des chefs de la diplomatie des trois pays que la radio de la Confédération AES prend son envol. La convention de l'acte fondamental portant création de la radio de l'AES a été signée pour offrir aux populations un outil d'information, de fédération et de communication. En attendant sa mise en onde officielle, quels sont les enjeux d'un tel acte? Le décryptage à suivre dans la troisième partie de cette émission. Et puis, que s'est-il passé réellement en Guinée-Bissau où Umaro Sissoko Embalo a été vraiment renversé par son chef d'état-major de l'armée de terre? Ou faut-il croire à un jeu de dupes? Une chose est sûre, le président Embalo a quitté la capitale Bissau pour Dakar dans un premier temps. Il serait actuellement à Brazzaville, au Congo. Pour décrypter l'ensemble donc de ces sujets, nous avons Ahmed Koné, journaliste et consultant en santé média. Bonjour doyen. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci d'être venu. Merci. Blaise Ketega est aussi avec nous. Blaise Ketega est journaliste et sociologue de formation. Bonjour. Bonjour à vous, Zongo, et bonjour à tous. Merci. Notre troisième invité est Amadé Adama Soro. Amadé Adama Soro est éditorialiste. Il est journaliste à Savane Média. Bonjour, monsieur Soro. Bonjour et bonne arrivée. Merci bien. Et puis, Juvenal Sommet est journaliste, directeur de l'initiative pour le livre et la culture. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sekou, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Le Burkina Faso, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, ne s'arrête plus dans le domaine de l'industrialisation. La SN Brafaso, c'est la nouvelle brasserie lancée sur les cendres de la Brafaso. 17 milliards de francs CFA, c'est la somme injectée par l'État burkinabé pour permettre la reprise de cette usine lancée en 2004, mais vite bradée par des valets locaux. Nous reprenons comme ça les termes donc, du président du Faso, Amadé Adama Soro. La SN Brafaso a été lancée le mardi dernier avec plus de 70% des parts détenues par l'État burkinabé. Que vous inspire donc cette actualité? Absolument, Sekou Zango. Il faut donc dire que c'est un ouf de soulagement pour tout Burkinabé qui a suivi les péripéties donc, de Brafaso. Vous savez très bien que c'est une entreprise burkinabé qui avait été donc créée par Sogli, si j'ai bonne mémoire, même si c'est un esclave du Fada. À son temps, effectivement, ça suscitait un espoir, un grand espoir, parce que c'était en fait une sorte de monopole de fait détenu par une certaine brasserie que vous connaissez très bien, et que finalement, c'est lui-même, Sogli, qui avait introduit le nouvel emballage, pour ainsi dire, avec... on a laissé les bouteilles et introduit en fait la bouteille en plastique. L'emballage en plastique. C'était vraiment une nouveauté et ça a suscité un grand espoir au niveau donc, de Burkina Faso. Et c'est lorsque Sogli a voulu donc rentrer, ou du moins aller vers donc, la bière, l'alcool, donc, que le problème a commencé. D'après les informations que nous avons eues à cette époque-là, cette initiative ou ce changement de cap de la part donc, de Sogli a braqué donc, cette brasserie que nous connaissons très bien. Et le premier responsable même de cette brasserie à son époque a pris son avion pour venir au Burkina Faso à Ouagadougou
pour dire aux autorités qu'il n'était pas question qu'une autre entreprise puisse se lancer dans la production de l'alcool au Burkina Faso. Et on a vu, bien sûr, on a suivi les péripéties qui a conduit effectivement à l'arrêt des travaux de cette brasserie-là. Avec cette nouvelle dynamique, avec cette nouvelle vision du capitaine Ibrahim Traoré, de faire en sorte que les grandes entreprises qui étaient à l'arrêt au Burkina Faso puissent trouver un dénouement est tout à fait salutaire. Ce n'est pas la seule usine qui connaît des difficultés. On a vu également que dans d'autres villes, notamment à Bobo-Dioulasso, il y a eu par exemple la SN Sosico qui avait également des difficultés de blocage. Et il n'y a pas très longtemps, on a également nationalisé la SN Citec parce qu'il y avait un actionnaire majoritaire qui voulait faire des misères, n'est-ce pas, à l'État burkinabé. Tout cela entre dans le cadre de la vision du chef de l'État, de faire en sorte que l'État burkinabé soit regardant des entreprises, n'est-ce pas, des sociétés qui drainent assez de fonds, assez donc d'argent, assez donc d'emplois pour les Burkinabés. Donc cela également, comme je l'ai dit, participe de cette lutte pour la souveraineté nationale, parce que vous ne pouvez pas mettre l'accent sur la souveraineté politique tout en mettant de côté cette question donc de l'économie, parce que comme l'on dit beaucoup, c'est l'économie qui fait aussi l'histoire. Donc avec cette nouvelle vision qui a consisté non seulement à réouvrir la SN Brafaso, mais aussi à donner un message fort à l'endroit de tous ceux qui veulent investir au Burkina Faso, que désormais il y a un État qui a du répondant et qui met comme priorité le bien-être des populations burkinabées. Donc c'est vraiment une activité qu'il faut saluer, et sans oublier les emplois directs et indirects que cela... Ce qui m'a aussi tiqué lors de la cérémonie, c'est les propos du chef de l'État qui ont trait à des actes de sabotage. Oui. Malgré ces sommes colossales qui ont été investies, injectées par l'État burkinabé, il y a des gens qui sont habitués donc à des manœuvres subversives qui veulent saboter n'est-ce pas, ce travail, ce démarrage. Et je pense qu'on doit diligenter une enquête pour savoir si réellement, parce que les actes de sabotage ne se limitent pas seulement à la reprise de la SN Brafaso. On a vu également dans certains projets, dans certaines initiatives développées par le chef de l'État, on a eu des gens qui ne s'inscrivent pas dans la dynamique de la révolution progressiste populaire, mais qui ont, n'est-ce pas, qui sont, comme je l'ai dit, habitués aux anciennes manœuvres. Il faut qu'on puisse diligenter une enquête pour savoir est-ce que ce sont des gens tapis dans l'ombre qui veulent freiner cet élan, ou bien, bon, c'est juste des actions. À tel point qu'on a même été obligé de mobiliser des forces de l'ordre pour pouvoir assurer la sérénité donc, dans le travail. C'est pour dire que, comme l'a dit une fois Ketega, nous avons beaucoup de personnes, bon, dans l'administration, peut-être qui ne croient pas aux vertus de la révolution, qui pensent que la trajectoire prise n'est pas la bonne. Et pour cela, il faut qu'on continue, n'est-ce pas, à sensibiliser et continue également à dire aux Burkinabés qu'en réalité, on a essayé plusieurs schémas, ça n'a pas marché. Maintenant qu'on a décidé de prendre en main notre devenir sur le plan politique, sur le plan économique, je pense que tout le monde a intérêt à ce que nous regardions vers la même direction, car c'est la seule voie qui puisse nous permettre d'asseoir une véritable économie qui prend en compte nos besoins, qui jette également des jalons pour un Burkina radieux. Merci donc pour cette analyse. L'État burkinabé s'affirme visiblement avec l'ouverture, sinon la réouverture de cette nouvelle brasserie. Au-delà de l'euphorie, quels sont les enjeux de cette reprise en main donc, par l'État burkinabé, Juvenal Sommet? Merci, Sekou. Je crois percevoir deux enjeux majeurs. D'abord, le premier enjeu, c'est la question de l'industrialisation de notre économie. Comme vous le savez, l'industrialisation, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être un pays économiquement fort si vous n'avez pas d'industrie. Donc, votre économie doit s'appuyer obligatoirement sur des industries performantes, sorties des sentiers battus où on vend justement des matières premières brutes qui ne rapportent rien en réalité à notre économie. Donc, c'est déjà très bien de l'avoir compris et d'avoir même relancé finalement, je dirais, cette question de l'industrialisation qui avait déjà été prise en compte dans les années 80.
qu'il y avait eu des tentatives, mais malheureusement, ça s'est soldé effectivement par des arrêts et ça nous a ramené finalement longtemps en arrière. Donc pour moi, c'est véritablement un enjeu aujourd'hui décisif pour notre économie, d'autant plus que nous avons aujourd'hui les ressources. Nous avons, en tout cas au niveau du sous-sol, il y a évidemment des matières premières, nous avons au niveau agricole, nous avons le nécessaire aujourd'hui. Donc il s'agit de les transformer aujourd'hui pour leur donner une plus-value. Et c'est pourquoi je pense que la reprise des gouvernements de Burkina Faso, pour moi, est un bon signe qui vient s'ajouter effectivement à toute cette volonté qui a déjà été perçue dans d'autres secteurs et qui montre qu'aujourd'hui, on peut devenir, à court terme, je dirais, un pays industrialisé avec une capacité de production, une capacité finalement d'aller aussi vendre à la fois les ressources, finalement, notre expertise, mais aussi la production industrielle. Je dirais d'ailleurs que quand vous regardez les schémas, les chiffres de 2025, nous avons un retard à rattraper. J'ai consulté les dernières statistiques. Pour 2025, nous sommes à moins de 15% finalement de transformation industrielle en termes de contribution à notre PIB. C'est extrêmement faible. Ça veut dire que nous avons évidemment, comme je l'ai souligné, un retard à rattraper pour être justement à un niveau où nous pouvons à un certain moment décider finalement de transformer sur place finalement nos ressources et nos matières premières. Donc pour moi, c'est très bon, c'est un bon signe et je pense qu'on peut tarder véritablement sur une volonté politique qui est là, qui est capable d'ouvrir finalement la voie aussi, je dirais, à un secteur industriel fort, je dirais dominant aussi sur un certain nombre de secteurs stratégiques et sur lesquels on peut miser. Il reste effectivement, comme on l'a souligné aussi, maintenant la question finalement de la bonne gouvernance, la bonne gestion finalement de ces entreprises, parce que l'État fait sa part finalement en reprenant finalement, je dirais, des leviers stratégiques. Il reste à ce que les personnes qu'on met, je dirais, à la place qu'il faut, soient capables aussi, je dirais, de jouer le jeu et évite de sortir finalement de nous entraîner finalement dans ces stratégies de sabotage dont parlait Soro tout à l'heure. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudra veiller. Concernant Burkina Faso, je pense que celui qui devrait être sans doute le plus heureux, même si aujourd'hui Burkina Faso ne lui appartient plus, c'est Mohamed Sogli, dont parlait Soro tout à l'heure. Nous avons vu au Burkina les péripéties qui ont été liées finalement au lancement de Burkina Faso et je pense que ça a choqué beaucoup de gens. Au lancement de Burkina Faso, quand on a vu à l'époque comment les commerciaux de cette jeune entreprise qui avait été lancée, avec beaucoup d'espoir finalement de créer des emplois, mais aussi de proposer finalement une nouvelle dynamique. On a vu comment ces commerciaux parfois ont été, je dirais, mis dehors dans certaines enceintes, simplement parce que quelqu'un, quelque part une main invisible finalement, avait je dirais, manœuvrer pour que cette entreprise ne soit pas, évidemment, performante ou en tout cas que le projet soit, je dirais, n'aboutisse pas. Cela était d'autant plus dangereux que ça remettait même en cause finalement la vision que nous avions finalement d'un secteur, je dirais, économique ouvert, fort et capable aussi de permettre à chacun, je dirais, de jouer le jeu. Donc pour moi, la reprise aujourd'hui de SN Burkina Faso est un signal fort aujourd'hui qui montre que nous voulons aujourd'hui une nouvelle dynamique dans le secteur économique avec un capitalisme, je dirais, certes, qui permet le libre jeu finalement de la concurrence, mais qui doit se faire aussi dans le respect d'un certain nombre de normes pour éviter finalement que notre pays ne soit, comme je l'ai dit, ouvert parfois à des expériences, je dirais, désastreuses, comme celle qu'a connue l'ex-Burkina Faso qui est aujourd'hui SN Burkina Faso. Donc pour moi, c'est une dynamique positive qu'il faut encore renforcer aujourd'hui pour que maintenant à terme les résultats puissent être au rendez-vous. Alors, une dynamique positive, vous l'avez dit, Ahmed Koné, Brafort et Burkina Faso, ce sont les premiers produits donc, de la Société Nouvelle Burkina Faso, Société Nouvelle Brasserie du Faso. Quelle est selon vous donc la symbolique de ce que nous avons vu le mardi dernier? D'abord, il faut féliciter le gouvernement à travers le chef de l'État pour les dispositions qu'il ne cesse de prendre pour remettre aux Burkinabés finalement leurs choses, comme on dit. Et en la matière, je ne suis pas un consommateur de bière, mais ça s'en fout puisqu'on a prévu aussi l'aspect limonade qui viendra après, donc les sucreries.
ce qu'il faut constater ici, c'est que la dynamique impulsée actuellement au Faso par le MPSR2 et le capitaine président du Faso, c'est que les Burkinabés se sentent capables non seulement de créer des projets, de les générer et de les conduire à bon port, mais à une condition, que le soutien de l'État, mais un État fort, un État souverain, qui va dans le sens de la défense absolue des intérêts nationaux. Or, ce qu'on a constaté par le passé, et je suis désolé de le dire encore une fois, ce sont surtout les gens de ma génération, les anciennes gloires, entre guillemets, politiques et autres, qui ont été des complices des vrais valets locaux dans le ralentissement de l'industrialisation de ce pays. Pourquoi? Ceux qui ont lu Lénine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, ceux qui ont lu Henri Musbel, le pouvoir dans les organisations, comprendront ce que j'ai dit. Ceux qui n'ont pas lu, les invite à les lire. Ça montre une collision entre les différentes forces politiques et économiques qui embrigadent le pays dans l'arriération à tous les niveaux. Il y a une collision entre les forces politiques et les forces économiques pour absolument ralentir nos économies, parce qu'on nous maintient en quelque sorte dans un certain esclavage. Alors, ce que le chef de l'État a fait, en amenant les 17 milliards pour régénérer, donner de l'oxygène encore à cette brasserie, ça montre que les Burkinabés ont vraiment des idées et du talent. Et ils sont décidés à mener leur pays à bon port. Et dans la phase de l'industrialisation, c'est nécessaire quand même d'aller chercher tous les petits projets qu'on a assassinés, parce que c'est le mot, ou qu'on a maintenus en bas, de voir comment aider effectivement les géniteurs de ces projets pour les amener à bon port. Parce qu'il y en a beaucoup. Vous savez, les gens boivent beaucoup de bière au Burkina Faso. Or, la bière, si nous ne contrôlons pas notre bière, on va nous contrôler. C'est ce qui s'est passé avec les propos de Soro tout à l'heure. On a compris qu'effectivement, l'impérialisme international, principalement français, parce que ce qu'il faut dire ici, on sait qui c'est, ce sont eux qui ont bloqué la production de la bière. Parce que ça génère des profits énormes. Et vous voyez que dans le fonds patriotique, effectivement, la bière, ça intervient pour consolider les acquis au niveau du pays. Et donc, il faut contrôler. Maintenant, les autres boissons, que ce soit le vin, etc. J'ai vu dans les reportages de la RTB récemment, un Burkinabé d'Italie, je crois, oui, qui a mis en place un vigneron. Exactement. Donc voilà. Et je profite pour prêcher pour ma paroisse parce que, attention, la SN Sotuko, c'est à Bérégadougou, donc vers Banfoura, soit Bourg-de-la-Sou, même s'il y a des antennes. Et puis, nous avons quand même la bière de mine. Et comme je dis, je vais prêcher pour ma paroisse puisque mon cousin, grand frère, Soumalo Kone, a développé quand même le Bangui, stabilisé. Et il a fait des expériences dans ce qui concerne la bière, le dolo, etc., etc. Voilà, des whisky, tout ça. Voilà des occasions pour mettre ensemble tous ceux qui sont dans des projets comme ça, pour qu'ils puissent contribuer à ce que la SN Brafaso puisse produire aussi de l'alcool à partir des forces de nos paysans, de nos dames, parce que les femmes, les dolotières, voilà, il faut les regrouper pour faire des GIE, comme on disait sous la révolution d'août 83, afin que non seulement il y ait une plus-value à ce qu'on fait, mais qu'en plus, le pays en profite et qu'on génère aussi, pourquoi pas, des projets comme ça à travers l'AES. Maintenant, ce qui est important à retenir, c'est que vous avez des emplois qu'on avait supprimés, pratiquement, volontairement même. Aujourd'hui, voilà des jeunes qui vont avoir des emplois. Ce qu'il faudrait faire, c'est voir dans quelle mesure les immersions passées peuvent se répliquer lorsqu'on génère des projets, lorsqu'on réhabilite des projets, pour que ceux qu'on va recruter, non seulement soient bien recrutés, mais qu'ils soient investis de la mission de faire un travail, effectivement, de Burkinabé dans l'optique de la souveraineté. En tout cas, le président du Faso, sans vous couper, l'a dit, oui, ils vont prendre tous les moyens, toutes les dispositions, voilà, pour donc éviter qu'on revive donc la situation passée. Voilà. Donc il faut absolument encadrer le recrutement de ces gens-là. Il ne faut pas qu'on mette à la tête de ces sociétés, ou en tout cas dans les services, des individus qui n'ont aucune, aucune volonté d'aller vers la souveraineté. Il faut être ferme, hein, parce que si on ne le fait pas, ça va lâcher et puis on aura d'autres problèmes. Parce qu'il y a toujours ces fameux esclaves de salon
Ce sont eux qui contribuent, les valeurs locaux, comme on dit de façon générale. Et ça, ce sont de vrais tentacules que l'impérialisme utilise pour étouffer nos économies. Je crois que j'ai bien compris à travers les propos du chef de l'État qui seront regardants. Parce que le sabotage, on ne peut pas permettre ça sous la révolution. On a vu des expériences révolutionnaires, je vais passer là-dessus, malheureusement, qui ont souffert de cela. On a vu en Guinée. Pourquoi Sékou Touré n'hésitait pas à faire fusiller aussi bien les trafiquants que tous les saboteurs de l'économie nationale. Parce que c'est grave. Si nous luttons contre l'impérialisme, il faut se dire que l'impérialisme aussi est aux aguets. Et chaque fois qu'on va générer des projets porteurs, ils vont tout faire pour étouffer. Donc prenons nos dispositions afin que les nationaux qui seront utilisés dans les structures rénovées soient de vrais patriotes. Sinon, on ne s'en sortira pas. Ce sera toujours des serpents qui mordent sa queue. On va tourner en rond. Là, je crois qu'ils ont bien compris, ils sont décidés à effectivement industrialiser le Burkina, vaille que vaille, et donc à faire en sorte que les Burkinabés profitent non seulement de leur force au plan économique, mais de leur force au plan moral, en ayant le sentiment qu'aujourd'hui, ils ont un État fort qui tient à s'imposer, à imposer sa marque. Je crois qu'il faut féliciter vraiment le gouvernement pour les actes qui sont posés, et il faut les encourager dans ce sens-là. Il faut voir toutes les entreprises qui battaient de l'aile, tous les Burkinabés qui sont dans la diaspora et qui veulent réaliser des projets porteurs qui aident notre économie à s'industrialiser et surtout à faire recruter nos jeunes. Il faut encourager cela. En tout cas, tous les moyens seront pris pour assurer la pérennité de toutes ces entreprises qui sont créées au Burkina Faso. C'est l'assurance donnée par le président du Faso. Il s'agit ici d'un outil de transformation des matières premières burkinabées. Blaise Keïta, que de chemin parcouru. Oui, c'est court que de chemin parcouru. Je pense que votre phrase du début, pour moi, si est. Quand vous avez parlé de la mise en relation avec l'impérialisme, bon, je pense qu'il y a eu du terrorisme dans cette affaire. Il ne faut pas tourner. J'ai comme l'impression qu'on voit les terroristes comme les petits drogués qui sont en brousse avec des calaches. Mais sur le plan économique, on a eu du terrorisme au Burkina. On a torturé des gens. On a des patriotes, des gens qui ont voulu à un certain moment que nous ayons une certaine dignité. Ces gens-là ont été torturés. Moralement et psychologiquement et sur tous les plans. Donc, moi, je pense que pour ce qui est de SN Brafaso, je pense que vous allez me permettre de rendre hommage quand même à Moustapha Labli Chombiano, qui est mon ancien patron et qui est mon mentor dans le domaine des médias, pour l'énorme travail qu'il a fait pour ce qui est du dossier SN de Brafaso à l'époque. La radio Horizon FM, Savane FM également, ont largement contribué à mettre sur le débat public ce dossier-là. Et il y a pas mal d'acteurs qui ont intervenu à travers leur contribution. Pour ce qui est de Horizon FM, je vais rendre hommage également à Serge Yannick Balma, qui est un animateur de la radio Horizon FM, Salif Guigman, et des auditeurs qui, comme Bansé Seni, également Tanti Confidence à l'époque, et plein de gars qui ont fait des interventions qui ont permis justement au peuple burkinabé de comprendre la quintessence de ce dossier-là. Il y a également le monde de la presse qui a beaucoup écrit là-dessus. Ça, il faut féliciter les acteurs de la presse pour le travail qui a été fait de mettre sur le plan. Et donc, pour revenir, pour dire que effectivement c'est un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement que ce monsieur qui a tant souffert voit aujourd'hui en fait l'œuvre se réaliser. Mais vous l'avez dit, l'impérialisme fonctionne avec beaucoup d'avantages sur le plan anticipation. Le doyen a parlé tout de suite en fait de valeurs locaux, mais allez-y à Sciences Po, il y a un module sur la formation de l'élite néocoloniale à l'orée du XXIe siècle. Il y a un module spécial pour ça. Donc, vous avez une élite qu'on trimbalait régulièrement dans les salons feutrés de Paris, avec du bon vin et quelques tours à Notre-Dame et à la Tour Eiffel. Mais le monsieur vous revient avec des photos ici qui lui permettent par exemple de tourner dans la ville de Ouagadougou pour dire qu'il revient de Paris. Il est très content le mec. Et après on signe des accords compromettants pour votre pays, mais les gens s'en fichent. Donc la question de la désindustrialisation juste après les années 87, donc de la période de camarade Thomas Sankara, ça il faut l'inscrire dans cette élite qu'on nous a projetée par la suite,
l'objectif, ce n'était pas forcément le bien-être de nos sociétés. C'est ce qu'on doit comprendre. C'est pour cela qu'à l'heure actuellement, il faut travailler sur une nouvelle élite. Donc l'élitisme dans la médiocrité. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne savez pas ce que vous faites de vos hommes, mais les gens savent quoi faire d'eux. Vous avez vu des acteurs de la presse ici, aujourd'hui, qui sont devenus autre chose. Ceux qui disaient qu'il fallait armer le Burkina, ceux qui disaient qu'il fallait recruter en masse, ceux qui disaient qu'il fallait combattre le terrorisme. C'est des gens aujourd'hui qui se retrouvent être des chroniqueurs aujourd'hui sur des médias internationaux. Mais pendant qu'il y a des journalistes qui souffrent ici à défendre des lignes patriotiques, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Donc si vous ne savez pas ce que vous allez faire de vos hommes, les gens vont les utiliser contre vous. Et vous avez vu combien de Français qui sont venus à la RTB pour prêter main forte à votre vision révolutionnaire, pour combattre l'impérialisme français. Mais ils en dénoncent. Il y a des Français qui en dénoncent. Donc ça pose ce problème-là. Donc il y a les efforts qui sont en train d'être faits par le chef de l'État. Et j'avoue, et je vais vous dire, ça fait mal, mais je vous le dis tout net. Actuellement, il y a des sociétés dont les plus hautes autorités ont décidé de relancer. Mais je dis, le sabotage est à tous les niveaux. Ouais. Jusqu'à présent, le sabotage est à tous les niveaux. Il y a jusqu'à 3 sociétés que moi je suis permanemment, mais je dis, les gens se moquent de la vision de ce que le président est en train de faire et tout. Les gens sont toujours dans le sabotage. Et ça, il faut avoir un œil. Et on a un service de renseignement. Quand on doit nommer quelqu'un, il faut une fiche de renseignement pour voir ses connexions. Les gens, comme je l'ai dit, les gens, ils anticipent sur beaucoup de paramètres. Les gens sont logés dans des clubs dont on ne comprend pas souvent les objectifs. Et après, ce n'est pas l'intérêt du pays, ce n'est pas la vision du pays. Donc, et pour ce qui est de SN Brafaso, mais si on vous explique le sabotage qui a été fait, malgré les efforts, plus de 17 milliards qu'on met pour élever une société comme ça avec les avantages que Soro a mentionné, que Doyen a mentionné, la question de l'industrialisation que mon ami a soulevé ici, mais la question également de la lutte contre le chômage, mais également permettre à l'expertise nationale de prendre de l'envol. Mais malgré tous ces efforts-là, mais si vous voyez, que ce soit la commande des machines, que ce soit la conduite des travaux, les gens ont tout fait pour torturer. Et on a vu des sociétés ici qui ont racheté des bouteilles, même d'autres sociétés, n'est-ce pas, pour saboter en fait des industries. Mais tout ça, ça s'est passé sur l'œil insouciant d'un certain nombre d'acteurs qui sont censés préserver les intérêts du pays. Moi, j'ai toujours dit aux gens que au Burkina Faso, ce qui nous cause le tort, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas faire la part des choses entre les causes nationales. Moi, je suis pour la préservation de la dignité. Non seulement de la dignité de l'homme noir, mais également de la dignité de notre pays. Il y a des dossiers sur lesquels on ne s'amuse pas. Il ne faut pas regarder ton intérêt immédiat. Il faut regarder l'intérêt à long terme du pays. Donc moi, je pense que je salue déjà l'ouverture de SN Brafaso. Mais je dis également que les autorités de notre pays doivent ouvrir l'œil sur l'ensemble d'un certain nombre de projets qui ont été lancés, dont actuellement des gens sont dans la dynamique de sabotage pur et simple. Les gens se disent, on ne peut pas de façon immédiate poser des actions pour compromettre. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait ralentir le projet. En faisant quoi? En trouvant des excuses, des explications macroéconomiques et microéconomiques, etc., etc. Et on vous explique qu'il y a des choses qui ne vont pas. On crée des sociétés. Quand on crée une société, on a un plan d'affaires, on a un business plan, comme les gens aiment le dire. Mais après, vous avez par exemple la question des matières premières. Comment on fait pour déjà garantir la question des matières premières? Ça, ce n'est pas le chef de l'État, le leader qui va venir vous expliquer, vous en tant que grand économiste diplômé des grandes universités, que lorsqu'on met en place une industrie, il faut travailler sur la question des matières premières, il faut travailler sur la question RH, il faut travailler sur la question de la survie de l'industrie, sur la question du marché, etc. etc. Donc, je pense que c'est bien d'ouvrir, de relancer cette société-là parce que c'est un dossier quand même qui est emblématique. Ça montre également la volonté des plus hautes autorités de notre pays de faire appel à tous ceux qui veulent investir dans notre pays, de venir investir. Et ça, c'est une très bonne chose parce que depuis longtemps, on a travaillé sur la désindustrialisation de nos pays parce que ceux qui ne veulent pas que nous nous industrialisions ont l'intérêt parce qu'ils ont besoin de nos matières premières qui vont nous revendre ici. Sans oublier qu'avec les ACP-UE, on a signé des accords basadés un certain nombre de secteurs stratégiques. Doyen en parlait, on a la question de SN Sutuko, on avait la question de Sofites, il y a plein de domaines comme ça où les gens ont signé des accords qui malheureusement et visiblement ne nous permettaient même pas d'être dans une logique d'industrialisation. Mais après,
lorsque vous relancez un certain nombre d'industries, il faut être très rigoureux. Je dis bien, il faut être très rigoureux. Moi, je suis de ceux qui estiment que même si on veut nommer quelqu'un pour sa loyauté, même si on veut nommer quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir implémenter une vision, mais je dis, il faut être rigoureux sur le suivi et l'évaluation. Le suivi et l'évaluation permet de dire, mon ami, écoute, tu es loyal, tu suis les instructions qu'on te donne, mais il y a une question de performance qui se pose. Et on te donne 3 mois ou 6 mois. S'il n'y a pas de performance, on te dégage et puis on met une autre personne. Pas parce qu'on est contre toi. Je le dis parce que on le dit, on ne cesse de le dire. Après, il ne faut pas que les gens viennent nous dire on n'a pas averti, on n'a pas averti. Il y a des dossiers emblématiques sur lesquels le chef de l'État doit ouvrir l'œil et le bon. Et écouter beaucoup les Burkinabés. Parce qu'à un certain moment, les gens soulèvent des problèmes, mais les gens font tout pour aller raconter autre chose aux autorités. Voilà, les gens, les yes man là, oui patron, oui excellent, il n'y a pas de problème. Le gars, c'est son poste qu'il veut préserver, ce n'est pas l'avenir du pays. Donc, félicitations au gouvernement, félicitations donc au président du Faso et à l'ensemble donc des acteurs qui ont contribué donc à la mise sur pied, donc à la relance donc de SN Brafaso, et dédicace spéciale également à M. Sorli, et de lui dire que s'il y a d'autres idées, je crois qu'il est actuellement au Ghana et en Guinée et puis au Mali. Il y a eu des tractations justement donc quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu pour que le monsieur là revienne au pays. À un certain moment, il était découragé. Il y a ces Burkinabés là qui sont à l'extérieur avec plein d'idées, qui veulent venir au pays. Mais comme je l'ai dit, on avait un dispositif où on a torturé les nôtres. Et ça, c'est du terrorisme et ça doit cesser. Vous aurez compris. Dynamique similaire donc dans l'ensemble de la Confédération des États du Sahel pour la souveraineté de l'espace. Les ministres des Affaires étrangères des 3 pays se sont réunis à Ouagadougou pour travailler sur le volet diplomatique qui sera au cœur du 2e sommet des chefs d'État prévu les 22 et 23 décembre prochains à Bamako. Ahmed Koné, quelle est la portée donc de cette rencontre, une rencontre préparatoire de la rencontre des chefs d'État prévue à Bamako? Effectivement, la réunion aura lieu à la mi-décembre, c'est ça. Et donc, les travaux, c'est ça, les ministres se sont penchés sur les travaux des techniciens. Eux, ils ont pris un certain nombre de mesures qu'ils vont soumettre aux chefs d'État lorsqu'ils se rendront au sommet. Je crois que ça montre que l'AES fonctionne bien, que l'AES se consolide et que l'AES est vraiment non seulement un espoir pour les Sahéliens, mais pour toute l'Afrique qui veut se libérer. Je dis bien qui veut se libérer, parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Ou bien nous suivons la voie de la souveraineté, ou bien nous nous aplatissons devant les griffes de l'impérialisme qui ne va pas nous lâcher. Alors donc, les mesures qui ont été prises, je vais dans la méthodologie de l'AES, à savoir que c'est la défense, la sécurité. Bon, les forces conjointes sont en place, ça monte en puissance, comme on l'a dit. Vous savez que nous avons un compatriote, un de mes esclaves d'Abiré, qui doit diriger la force conjointe. Ça c'est la défense et la sécurité. Il y a aussi la diplomatie. La diplomatie, on a décidé de ne parler que d'une seule voix. Je souhaite donc que lorsque nous aurons une réunion internationale, on ait l'emblème AES. Parce qu'on ne doit plus voir Mali, Burkina, Niger. Je suppose que c'est ça qu'on va faire. Dans tous les cas, les pays peuvent discrètement se prononcer sur un certain nombre de faits, mais il faut aller avec le label AES. Il faut le vendre définitivement à l'étranger. Et puis évidemment, le 3e volet, développement, vous savez qu'on envisage, sinon qu'on a mis en place pratiquement une radio AES. Ce sera le 3e sujet. Voilà, qui sera donc implanté ou qui est en train de s'implanter à Ouagadougou. On a prévu une télévision à Bamako. Pour le Niger, je ne sais pas. Est-ce que ce sera l'agence de presse? Ça, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, l'AES est en route. Il faut féliciter tous ceux qui ont permis de mettre en place ces projets et surtout faire en sorte que ça ne meure pas. Parce que, vous voyez, avec l'impulsion de l'unité africaine, etc., on avait mis en place l'Union des radios-télévisions nationales d'Afrique, l'URTNA, à Tunis. Nous savons ce que les Burkinabés ont mis dedans comme effort. Vraiment, paix à l'âme de tous nos amis, nos collègues, nos confrères, nos grands frères et autres, qui sont décédés après avoir donné leur vie à ces institutions-là. Et ceux qui sont là, beaucoup sont peut-être fatigués, mais ils ont encore de l'énergie. Alors il faut essayer de voir dans quelle mesure ces projets
anti-médias mensonges vont tenir la route. Parce que c'est vrai que, bon, il faut revenir à ce que Blaise Keïta a dit, il faut regarder de près ceux qui vont entrer dans ces organisations. Parce que déjà, ce n'est pas l'expertise. Hein. Il faut regarder l'expertise et, j'allais dire, le pro-sahélisme. C'est-à-dire les gens qui sont pour la souveraineté du Sahel. Il faut le dire fortement parce que l'ITNA, c'était ça, un conglomérat de gens que l'impérialisme a utilisé. C'est des gens qui ont été formés dehors, qui sont revenus, on leur a dit fais ça, et puis on donne l'argent, ils font. Il faut que maintenant, cette fois-ci-là, ce soit un projet porteur. Que le contenu de nos radios, de nos programmes, le contenu des programmes, que ce soit radio ou télé, ou plus tard l'agence, qu'on puisse effectivement travailler là-dessus pour que l'esprit sahélien domine partout. Et l'énergie qui tend, parce que aussi, quand il dit l'énergie, je pense que c'est le solaire qu'il faudra développer, faire en sorte qu'effectivement nous puissions donner des programmes cohérents, des programmes qui reflètent l'identité culturelle du Sahel, les ambitions des pouvoirs politiques qui gèrent le Sahel et surtout les préoccupations, les besoins des populations sahéliennes, que ce soit inscrit dans ces contenus-là. Ça, je crois que quand on dit la voix du Sahel, il ne faut pas que ce soit, entre guillemets, la voix du sable. C'est-à-dire la voie du sable quand il y a des intempéries, quand il y a du vent. On va y revenir sur le sujet concernant. Voilà, c'est pour dire que c'est les trois actes. Si je prends la méthodologie, c'est-à-dire l'AES, oui, c'est défense et sécurité, diplomatie, et on parlait d'une voie, et le troisième volet, c'est le volet développement. Et dans le volet développement, on a mis l'accent sur la radio et la télévision. Alors, il y a d'autres éléments, je vais laisser ça aux autres parce que je ne vais pas trop parler. D'accord, merci bien pour cette analyse. Et puis donc, Papa Blaise Keïta, Juvenal Sommet, comment vous donc vous appréhendez la rencontre des ministres des Affaires étrangères qui devraient préparer le sommet à venir à Bamako pour les chefs d'État? Oui, je l'appréhende sous l'angle finalement d'une volonté de réaffirmation d'un paradigme qui a été posé depuis quelques années et qui manifestement donne aujourd'hui des éléments intéressants en termes d'analyse. C'est vrai que en même temps, c'est un pied de nez finalement à tous ceux qui, parfois autour de ce projet de l'AES, semblaient manifestement douter finalement de cette volonté de mise en union justement de ces trois pays pour telle ou telle raison. On voit bien qu'aujourd'hui, avec cette rencontre préparatoire, il y a évidemment justement des prémices de renforcement finalement de cette dynamique de l'AES. Donc pour moi, c'est un message adressé évidemment à tous ces, je dirais, ces afro-sceptiques, mais aussi en même temps, c'est un message adressé à tous ceux qui croient en cette dynamique. Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte géopolitique où nous nous trouvons, il n'y a pas de place aujourd'hui pour des tergiversations. Ou vous êtes fort et vous vous imposez, ou vous êtes faible et finalement vous serez dominé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des moyens également que ces trois pays, que ce soit sur les questions sécuritaires, sur les questions économiques, même sur les questions sociales également, et même culturelles, il y a un certain nombre justement de pas qui ont été posés. Il y a également des gestes de solidarité qui ont été, je dirais, tissés au cours des années précédentes, qui ont donné justement, qui ont monté des acquis qu'il faut aujourd'hui renforcer et qu'on peut poser justement en termes de projets et même en termes de perspectives. Donc pour moi, évidemment, ces ministres des Affaires étrangères qui sont aujourd'hui la voix évidemment de l'AES au plan sous-régional, continental et même international. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le moment pour eux finalement de faire le point de toutes ces initiatives. On les a vus effectivement, ces ministres des Affaires étrangères à l'international, parler d'une seule voix, dire au monde finalement leur vision finalement de cette coopération renforcée, dire au monde finalement comment justement au sein du Sahel on voyait, ou en tout cas ils voyaient finalement le futur finalement de leurs trois pays. Je pense que tout ça, ça a donné à ceux qui à un certain moment doutaient finalement de comprendre que cette dynamique aujourd'hui est en marche
et que ces 3 pays, Burkina, Mali et Niger, se sont inscrits évidemment dans une volonté finalement de consolidation. Cela est intéressant parce que ça arrive dans un contexte où vous voyez qu'il y a d'autres entités finalement sous-régionales, je parle évidemment de la CEDEAO, qui sont finalement dans une position finalement délicate où ils n'arrivent plus, parlant de la CEDEAO, elle n'arrive plus aujourd'hui à donner finalement des gages de sérénité finalement dans la sous-région. Donc il y a aujourd'hui un espace à occuper justement pour l'AES, il y a un espace justement à consolider, il y a une volonté aujourd'hui réaffirmée, il y a des populations qui aujourd'hui se sont inscrites dans cette dynamique. Vous avez des gens qui viennent même de l'extérieur aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe, pour adhérer finalement évidemment à cette perspective d'union. Donc tous les éléments sont là aujourd'hui et je pense évidemment que c'est sans doute ce qui va se passer à Bamako à la mi-décembre, c'est-à-dire mettre évidemment les schémas d'action et aller plus loin finalement dans cette volonté justement de renforcement de ce cadre sous-régional qui a été mis en place avec l'AES. Alors, créé donc sous les railleries et les moqueries de certaines organisations africaines et institutions internationales, la Confédération des États du Sahel poursuit son chemin et à voir de tout près, tout est fin prêt pour un autre pas donc de plus de la Confédération des États du Sahel. Absolument, Sekou. Moi, je suis d'autant plus conforté puisque dès l'annonce de la création de l'Alliance des États du Sahel, j'ai vite fait des propositions au nombre de 16. Et je me suis rendu compte que les 14 propositions ont été adoptées. Il reste les 2 propositions. C'est l'érection d'une capitale confédérale dans la région des 3 frontières. Et vous tenez à ça? Absolument. Et bien sûr, la création monétaire. Alors, il faut dire que cette rencontre des ministres des Affaires étrangères survient après celle donc, des hauts fonctionnaires de l'AES. Bien sûr que les ministres ne vont pas dévoiler par avance donc, les grandes conclusions auxquelles ils sont parvenus, mais c'est aussi une rencontre de bilan, parce que quand même 2 ans, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées. Je prends de façon triviale l'exemple récent, c'est le convoi de carburant. Donc 82 citernes qui ont quitté le Niger pour Bamako avec une escorte donc, de la force unifiée de l'AES. Donc chaque jour, il y a un plus. Il y a un plus qui vient donc conforter l'ossature de l'AES. Donc ceux qui ont eu, donc, comme vous l'avez dit, des mots de moquerie à l'endroit de l'AES doivent actuellement savoir qu'ils sont passés à côté de la plaque parce que chaque jour, cet édifice-là ne fait que donc, se renforcer. Et effectivement, même si je note que le ministère des Affaires étrangères du Mali a regretté le fait que la CEDEAO n'a pas voulu reprendre langue avec l'AES, puisque après la rencontre de mai 2025 à Bamako, la CEDEAO avait donc promis de reprendre, n'est-ce pas, le dialogue, mais finalement, puisque en temps la CEDEAO avait voulu jouer un peu sur la division en disant vouloir rencontrer chaque pays donc de façon individuelle, mais l'AES a dit non, maintenant nous avons une confédération. C'est vrai, on n'est pas encore à l'état de la fédération où on doit faire disparaître les pays, comme l'a dit le doyen. Nous sommes d'abord à l'étape de la confédération. Peut-être d'ici 2030, on va aller vers la fédération. À ce moment, on ne pourra plus parler donc, du Mali, du Burkina, du Niger, mais on parle en tout cas de la fédération de l'AES. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même les plus sceptiques commencent encore à dire finalement, c'était une chose qui prend et qui chaque jour donc prend de l'ampleur. Pour terminer, je voulais donc vous rappeler tout le bruit médiatique qui a eu lieu récemment à propos donc du blocus du carburant. Pour moi, c'était une manière pour décourager en fait les peuples de l'AES par rapport à cette grande rencontre. Si vous vous souvenez, la rencontre de Bamako, ce qu'on appelle le collège des chefs d'État, avait été annoncée en août. Et je me suis dit, j'avais fait une colloque pour dire pourquoi Assimi Goïta annonce une rencontre de décembre en août. C'est pour préparer également les populations de l'AES, pour dire qu'il y a une grande échéance qui aura lieu en décembre et vous devrez tout faire pour protéger l'AES.
Et vous avez vu effectivement cette campagne médiatique qui a été orchestrée pour décourager en fait les pays, pour dire que finalement cette rencontre qui va avoir lieu, le deuxième sommet donc des chefs d'État de l'AES ne va pas se tenir. Finalement, on a déjoué toutes ces manœuvres donc malsaines. Et finalement, donc bientôt, on aura le deuxième sommet des chefs d'État de l'AES. Blaise Ketka, plusieurs acquis sont engrangés depuis donc la création de la Confédération des États du Sahel, mais la Confédération veut encore aller plus loin. Oui, aller plus loin, mais moi je vous dis, il faut revoir l'élite technocratico-administrative qu'on a confié des responsabilités historiques là, dans notre AES, parce que ça va lentement. Bon, on ne peut pas dire aux gens de ne pas faire des campagnes médiatiques pour nous saboter. Mais vous avez des médias. Vous avez des hommes. C'est parce que vous n'emmerdez pas les gens que les gens vous emmerdent. Ah oui, quand on parle, les gens, oui, tu es va-t-en-guérisse, mais qu'est-ce que les autres font? Tout le monde sait que les gars racontent du mensonge chez nous en longueur de journée. Mais nous aussi, là, on a des manières aussi qu'on va utiliser. C'est nous, on nous embrouille ici avec de termes journalisme, communicateur, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Mais regardez, des gens qui sont censés nous enseigner même des théories, là. Comment en longueur de journée, des médias d'État européens, françaises mentent en longueur de journée. Et ça ne dit rien à un Africain né sur la terre d'Afrique. On veut sortir parce qu'on a des gros titres, on nous raconte des histoires. Donc ça, il faut que nous comprenions ça dans l'AES. Pour ce qui est de la rencontre des ministres des Affaires étrangères, je pense que c'est classique, c'est pour préparer justement la rencontre. Mais les chefs d'État au Niger avaient donné des orientations. Et moi, je vois qu'il y a des orientations. L'élite doit travailler à ça, parce que c'est un tournant historique pour le Sahel. Soro a bien fait de parler de ces propositions, je les ai lues. Mais quand vous prenez par exemple l'exemple de l'Union européenne, l'Union européenne a été fondée sur quoi? C'est l'accord sur l'acier et puis le charbon. Tout à fait. Et à partir de ça, qu'est-ce que les gens ont essayé de faire? Les gens ont développé plusieurs initiatives aujourd'hui qui sont pérennes. Aujourd'hui, nous, on parle régulièrement de nos matières premières. Nous, on l'a dit tout le temps. C'est vrai, ils ont transformé l'autorité de l'Itako-Gourma en une agence sahélienne de développement. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui est fait là-bas? Quel bilan on peut présenter 6 mois après? On a aujourd'hui la question des matières premières stratégiques. Même les Américains, les pays occidentaux en parlent. Mais pourquoi aujourd'hui, rapidement, qu'est-ce qui nous coûte de mettre en place une haute autorité des matières premières? Au lieu d'aller sur le marché international de façon divisée, comment on fait pour que nos ressources, nos matières premières stratégiques, quelle instance on met en place pour préserver ça et pour définir comment est-ce que nous allons l'écouler sur le marché. C'est vrai, il y a des hésitations aussi bien dans l'élite militaire, dans l'élite administrative, on est au courant de ça. Ça, ce sont les résidus donc, de la colonisation et de la néocolonisation. Ça va passer, mais il faut qu'on travaille de façon sereine. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des ambassadeurs de l'AES? Il faut réfléchir à ça. Vous avez des gens qui... L'Union européenne aujourd'hui a des représentants chez nous ici. Aujourd'hui, la France n'est pas présente, mais par le biais donc de l'Union européenne, elle est présente parce qu'elle fait partie des 27 pays de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, notre AES, là, est-ce qu'on a des ambassadeurs qui font le travail avec nos ressortissants à l'étranger? Pour le cas du Burkina, on nous dit qu'on a 16 millions de Burkinabés à l'étranger. Le Mali en a combien à l'étranger? Le Niger en a combien à l'étranger? Comment on prépare ces acteurs de l'étranger là à la future conquête mondiale? Dans le cadre donc de notre alliance que nous avons mis en place. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut faire. Du reste, je pense que c'est pour, comme je l'ai dit, c'est pour préparer donc la grande rencontre. Et cette grande rencontre-là doit assortir, de mon point de vue, de propositions stratégiques. Sinon, si on laisse dans cette léthargie-là, on va toujours avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'on doit avoir, on le sait, un secrétaire d'État qui parle au nom de l'AES, un ministre des Affaires étrangères de l'AES, ça peut ne pas être nos différents ministres des Affaires étrangères qui sont déjà dans nos différents pays, là, parce qu'on a des questions de coopération bilatérale et tout, mais on doit avoir une administration qui fonctionne avec une vision carrément différente de celle de la CEDEAO, qui était carrément une CEDEAO des chefs d'État, et avoir des gens qui vont travailler sur les peuples, à travailler sur des entités. Et de passage, il faut féliciter l'énorme travail que M. Bassolma Bazi est en train de faire actuellement lors de ces tournées régionales. Un travail impeccable que les autres pays du Mali et du Niger doivent copier et prendre exemple. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit aussi d'informer les peuples de façon juste. Si vous regardez la cartographie de la domination néocoloniale, elle est typique à la cartographie de la domination coloniale. L'utilisation de l'ethnie, de la religion, des intérêts économiques, claniques, etc. C'est comme ça qu'on nous a colonisés.
Et lorsque on est dans une dynamique d'émancipation, il faut avoir aussi des acteurs qui portent le message, et le bon message à l'endroit donc des masses populaires, parce que notre alliance des États du Sahel, là, c'est une alliance des peuples. Ce n'est pas une alliance des dirigeants, c'est une alliance des peuples. Et ça, il faut travailler à long terme. Aujourd'hui, la question des universités, la question de la recherche dans l'AES doit se poser comme, en tout cas, une grande préoccupation pour la rencontre de septembre. Et Soro a parlé de la monnaie. On souhaite que, en tout cas, des grandes lignes bougent à ce niveau-là, parce que nous sommes engagés dans une dynamique qui doit être, de mon point de vue, irréversible pour le bonheur de nos peuples. Dynamique irréversible. Et puis, donc, l'un des actes forts au cours de la rencontre prochaine des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel sera certainement le lancement de la radio AES ou la voix du Liptako. Juvenal Somé, l'expression de la souveraineté, c'est aussi la maîtrise totale de la communication. Surtout, pas aussi, même surtout, hein, parce que finalement, je dirais les guerres économiques que nous voyons aujourd'hui à l'échelle de la planète, que ce soit même les conflits finalement à l'échelle du monde, sont, je dirais, sous-tendus par des questions finalement de communication. Donc moi aujourd'hui, il y a véritablement un enjeu à maîtriser la question finalement de justement du narratif qu'on donne finalement de vous. Mais tout ça, ça passe aujourd'hui par des médias forts que vous avez. Si vous n'avez pas de médias forts capables de soutenir finalement votre vision, ça va être difficile. Je parlais la dernière fois ici, rien que quand vous prenez la BBC, finalement le budget de la BBC pour 2025, c'est 5 milliards d'euros à peu près. 5 milliards d'euros, faites un peu la comptabilité, vous voyez combien ça fait. Donc, nous avons évidemment un besoin finalement d'avoir des médias qui soient puissants finalement sur le plan économique, mais aussi je dois sur le plan aussi de la portée finalement de leur voix. Et évidemment la radio constitue, c'est vrai aujourd'hui, un enjeu finalement de développement, parce que quand vous prenez toutes les études de médias, finalement la radio, finalement dans le contexte sahélo-sahélien, que ce soit le Burkina, le Mali, le Niger, la radio, c'est vrai, c'est le média le plus écouté. Finalement, c'est le média qui traverse finalement les régions, les zones, les villages, qui va finalement là où finalement on peut pas, là où d'autres ne peuvent pas aller. Donc, c'est tout à fait normal finalement que on passe finalement le cap finalement de la radio finalement pour aller atteindre finalement ces populations que nous avons, mais aussi en n'oubliant pas finalement que nous sommes aussi à l'ère finalement du numérique. Donc j'imagine bien que la radio ce n'est qu'un premier pas, mais il faut aussi aller au-delà, trouver également une télévision finalement de l'espace sahélo-sahélien. La télévision est annoncée. Voilà, la télévision est annoncée, et même la question aussi notamment des médias en ligne, parce que là aujourd'hui c'est devenu aussi un véritable enjeu finalement de souveraineté, je dis, informationnelle. Donc je pense que c'est une très bonne vision aussi d'avoir compris cela, et avec cette radio, je pense que il y a véritablement un espace à conquérir finalement pour toucher finalement, je dirais, des populations qui en ont besoin pour faire passer le message qu'on veut leur adresser. Amadé Adama Soro, un instrument pour contrer le narratif impérialiste et néocolonialiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, puisque ça fait partie des propositions que j'avais faites, notamment un des 3e, à savoir le matraquage médiatique. En 2005, j'ai écouté Jacques Chirac qui disait qu'il allait créer France 24 pour porter la voix de la France. Donc ça veut dire que si vous avez un projet et que vous n'avez pas une voix pour porter ce projet, il faut savoir que ce projet est voué à l'échec. Et comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, alors la campagne, ou du moins la bataille médiatique, c'est une bataille qui doit aider les autres batailles à porter fruit. Comme on n'a plus le temps. Alors Blaise Ketka, vous le clamez à chaque fois, dès que l'occasion se présente, il faut travailler à déconstruire donc le narratif qui nous a été servi pendant longtemps. La radio de l'AES sera bientôt opérationnelle et annonce donc également une télévision pour la Confédération des États du Sahel. Ah ouais, félicitations et bravo au chef d'État donc pour cette initiative-là. On l'a chanté, c'est une réalité.
Voilà, mais ça traîne. Et ça, c'est nettement mieux que la Web TV qu'ils nous avaient proposé quand ils étaient allés se réunir à Bamako pendant une semaine. Et puis après, ils nous sortent des histoires de Web TV. Comment des pays qui sont en guerre, où chaque matin on ment à volonté sur des chaînes à l'international sur nos pays, on va nous aller faire 7 jours et puis nous sortir une histoire de Web TV. Mais la Web TV aussi doit contribuer donc on n'est pas à ce niveau-là. On a vu quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, M. Bataillon en une semaine a fait TCI. En une semaine. Donc vous devez comprendre que la communication est stratégique en période de guerre. Et pour cette radio-là, ils doivent savoir qu'il y a eu Africa numéro 1 dans le temps. Moi, j'ai commencé mon amour pour la radio avec paix à son âme. Comment il s'appelle, Yannick Laurent Bayala, qui était correspondant à l'époque, dans les années 95, 80. Moi, j'étais très petit, j'entendais cette voix-là. Et comment l'impérialisme a fait pour détruire cette radio-là. Donc, c'est pour dire, une fois de plus, la radio, c'est une très bonne chose. Ça va permettre déjà d'expliquer et de la vision donc de l'AES, mais au-delà, ça doit participer à l'éducation des masses sur les grands enjeux de demain. Maintenant, comme je dis une fois de plus, il ne faut pas mettre des gens que vous ne connaissez pas. Il ne faut pas mettre des individus qui, avec quelques dollars, vont se retrouver être correspondants de France 24 ou de RFI quelques années plus tard. Donc, il faut que les services de renseignement également, ils doivent savoir ça. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a un monsieur qui est tout le temps sur des plateaux à France 24 qui dit que lui, il fait des interviews même avec des chefs terroristes. Voilà, c'est pour vous montrer la collusion souvent entre certains médias et les médias même dans ces pays occidentaux-là avec donc certains services de renseignement. Et Soro a bien fait de dire, aujourd'hui on se plaint, oui, Jeune Afrique a dit ceci, BBC a dit ceci, mais attends, qui nous empêche, nous Africains, avec l'argent qu'on a, de fonder des médias pareils pour aller à la conquête mondiale? Et comme moi je dis, il faut que les Africains ouvrent le bon. Ici, il s'agit d'une dignité de l'homme noir à défendre, mais d'une dignité aussi du Sahel. Et pour ça, je félicite les chefs d'État qui, eux, ont la volonté, mais ce sont des militaires, qui ont des gens qui travaillent pour eux. Mais souvent, quand Sankara disait, nous n'étions pas nés, les doyens sont là, quand il y a une lourdeur là, ça veut dire que c'est l'individu qui rend lourd les choses. Et il y a une structure qui a été mise en place par le chef de l'État, je crois il y a 8 mois comme ça, qui doit surveiller les lourdeurs administratives. Cette structure-là doit nous faire le bilan pour nous dire aujourd'hui combien de dossiers ont bougé, combien de dossiers n'ont pas bougé. Donc, félicitations pour la radio de l'AES, la télévision, qu'elle aille beaucoup plus vite, pour que nous ayons en fait des médias qui défendent en fait les narratifs du Sahel. Alors, doyen, on n'a plus assez de temps. La convention de la radio AES a été signée donc à Ouagadougou. Quels sont les défis d'une telle aventure, très rapidement? D'abord, le premier défi, c'est la souveraineté absolue. Il faut absolument travailler dans le sens de la souveraineté, donc faire du recrutement de gens capables effectivement de conduire ces projets. Et je vais profiter de ce qu'a dit Kentega tout à l'heure, savoir que nous avons tous été formés à l'école, je ne dirais pas coloniale, néocoloniale. Donc il y a encore quelques lourdeurs en nous, je veux dire, nous les élites, qui avons été formés à l'école néocoloniale. Donc il ne faut pas être trop pressé, j'ai envie de lui dire du haut de mes quelques décennies. Ce n'est pas facile, hein. C'est-à-dire que changer un système, j'ai l'habitude de dire que gérer 2 individus, une famille, un service, une direction générale, un secrétaire général, c'est difficile, un ministère, c'est difficile, à plus forte raison, tout un État. Donc il faut comprendre les lourdeurs bureaucratiques. Il faut travailler là-dessus tous les jours. Vous voyez, ces derniers temps, les décisions qui ont été prises en Conseil des ministres, c'est pour aider le pays à avancer. Il faut que les Burkinabés même changent. Il faut que les Nigériens changent, que les Maliens changent. C'est pour dire qu'il y a un grand travail à faire au niveau des radios. Et en ce qui concerne la radio, j'ai parlé tout à l'heure du contenu des programmes. Il faut absolument que le volet culturel l'emporte. Que la puissance des émetteurs, parce que lui, il a parlé de son cas africain. Moi, j'ai vécu la radio dans mon enfance à travers Radio Mali, qui avait été montée, je crois que c'était les Chinois ou bien les Russes. Mais on captait Radio Mali partout. Beaucoup de nous ont grandi avec ça. Donc, c'est pour dire que ces 3 pays-là ont des expériences sur lesquelles on peut capitaliser. Chez nous, c'est la radio rurale. Bon, donc, on sait ce que la radio a apporté. Les langues nationales. Quelles sont les langues qu'on va promouvoir? Voilà des grandes questions qu'il faut se poser. Les langues au niveau du Sahel, les 3 pays ensemble, on a quand même des entités qui échangent culturellement. Donc,
Mesdames, Messieurs, bonsoir. La télémédecine... Suivez Santé Mag, le magazine santé de la télévision du Burkina, tous les 1er et 3e jeudis du mois à partir de 21h30. Et la ménopause, c'est dans la tranche... Santé Mag, une émission dédiée au bien-être et à la prévention. Des conseils pratiques, à travers la téléconsultation, des sujets d'actualité, de bonnes pratiques. Il faut un cadre juridique. Des échanges constructifs avec des spécialistes pour mieux comprendre. Un certain nombre de dispositions. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt. Santé Mag, une production de la télévision du Burkina en partenariat avec la Générale des Assurances. La GA, on vous croit, on vous suit. Et avec Olavi, l'eau naturelle du Burkina. Santé Mag, votre rendez-vous mensuel avec la santé. Vous êtes burkinabé, vous avez un talent exceptionnel dans les domaines scientifiques, techniques et technologiques. Vous vivez au Burkina ou êtes de la diaspora, votre apport est inestimable. Et si votre compétence devenait une richesse au service de la nation? Faso Andoubé est une initiative de la... C'est ça qui permet d'assurer une certaine crédibilité perçue par l'auditeur et donc par aussi le public. Public souverain du Sahel, mais public souverain aussi de l'extérieur, notamment en Afrique. Je crois que les pas qu'on va poser, tous ces pas-là seront auscultés de tout le monde. Comme ça, les gens vont savoir qu'effectivement, on a eu raison d'avoir mis en place l'AES. J'ai eu la chance... Avec la complicité, donc, sans vous couper, du service des programmes, nous allons terminer très rapidement notre dernier sujet. On vous laisse terminer votre mot. Non, je voulais dire justement que j'ai eu la chance de croiser le convoi qui a mené le carburant au Niger. J'étais parti à Kaya avec le mémorial pour aller installer, effectivement, vous savez que le mémorial, on installe des foyers régionaux maintenant, là, donc les points focaux régionaux. Donc j'avais été avec mes collègues à Kaya et sur le parcours, nous avons croisé effectivement ces centaines de camions, camions citernes qui partaient avec des soldats effectivement pour remettre du carburant au Mali. Donc vous voyez, on a traversé le Burkina pour aller au Mali. Et c'est ça. Et donc, pour venir à ce qu'il a dit, il y a des agendas qu'on peut faire. Il y a d'autres qu'on ne peut pas faire. Comme on dit nos deux musiciens, à savoir les jeunes Smarty, ne parlez pas de vos projets. Mais comme a dit Kamano aussi, il faut parler haut et fort. Il faut parler parce que l'Afrique est à l'écoute. Donc la radio va nous sauver. On reste avec vous, Oumaro Sissoko Embalo, déposé par son chef d'état-major de l'armée de terre au lendemain donc de l'élection présidentielle à laquelle il était candidat. Comment comprendre donc cette actualité qui est allée même assez vite? Non, moi ça ne m'étonne pas. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit c'est du bluff. C'est du bluff pourquoi? Parce que M. Embalo fait partie de la galaxie macronienne. Or, si vous vous rendez bien compte, la Guinée-Bissau, c'est un pays lusophone. Qui a entendu parler du Portugal qui fait des intrusions ici? C'est la France qui fait qui envoie ses tentacules jusqu'en Guinée-Bissau. Or, nous savons très bien qui est Embalo. Embalo, c'est aussi un des serviteurs de la France-Afrique. Par conséquent, si le Portugal est absent et que la France est présente, le même schéma va conduire M. Embalo à dessiner effectivement un faux coup d'État pour espérer revenir. C'est pour ça que je dis, moi, je ne regarde pas ça comme un coup d'État. C'est un petit festival de gens qui manipulent toujours les mêmes pions, mais qui seront un jour rattrapés par le peuple rebelle. Est-ce que vous êtes étonné? Non, pas du tout. Quand on connaît, donc, je vous avais dit ici, le mec là, je l'avais interpellé ici. La France-Afrique, c'est comme ça. Même s'il n'avait pas fomenté, je suis sûr que ça a été fait donc, avec un certain nombre de services secrets donc, extérieurs. Et on sait comment ça se passe dans la France-Afrique, même s'il ne l'avait pas fait. Actuellement, il y a un plan au Cameroun pour remplacer Paul Biya, assez connu. Il y a un journaliste français qui en parle. Même à côté, M. Bataillon, il est sur la liste. Parce que ça fait partie en fait des jeux de la France-Afrique. Quand on a fini avec vous, on va sortir. Vous allez voir d'ici une année, on va sortir une armada de dossiers contre M. Bataillon, y compris sa résidence et tout ce qu'il y a de l'autre côté. Et on va fabriquer une sauce. C'est ce qu'on a fait au Houphouët-Boigny, jusqu'à ce que Houphouët-Boigny même dise en mars 90 que lui, il a l'impression que la France veut déstabiliser son pays. Mais on a fini avec toi, on t'a permis de construire une basilique, comme on a permis à M. Bataillon de construire des ponts. Mais à la fin, on vous laisse. Ce qui s'est passé avec l'avion de Madagascar, c'est la même chose d'un avion qui a déposé le tout-puissant Embalo au Sénégal.
C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Merci. Quand vous êtes un agent de la France-Afrique, après, à partir de Nobéré et autres, on vous transporte directement dans un pays où Solo de dire quelque chose. Oui, Un mot. malgré les évidences par rapport à cette question, il y a des gens qui persistent et qui pensent que c'est un coup d'État. Bon, moi, dès les premiers instants, j'ai dit que ça, c'est pour ne pas reprendre les propos d'Ousmane Sonko, une combine. C'est une combine parce que c'est déjà vu. Hein, on a vu aussi que c'est à la veille de la proclamation des résultats que cette action est arrivée, comme un peu comme au Gabon. Maintenant, la suite va nous renseigner sur les véritables identités ou les véritables instigateurs donc de ce faux vrai coup d'État. Voilà, faux vrai coup d'État au niveau de la Guinée-Bissau. Juvenal Sauvé. Non, ça ne m'a pas surpris, ça m'a juste confirmé dans ce que je disais, que je ne cesse de dire, l'échec de la démocratie électoraliste en Afrique, qui vit parfois une mascarade, où on échafaude finalement des stratégies, on met beaucoup d'argent pour se retrouver avec finalement à la fin quelque chose qui ne satisfait personne. Hein. Donc pour moi, je pense que ça ne fait que confirmer l'idée qu'aujourd'hui, on a besoin finalement de réfléchir finalement à ce que nos pays veulent. Sinon, ces stratégies finalement électoralistes, je pense que ça ne convainc personne finalement. Voilà, merci. C'est la fin de cette émission. Merci pour la fidélité renouvelée. À dimanche prochain pour un numéro de débat de presse. Au revoir. Nimbuidu, tenga, atingna gan bandam sotodenku. Tenga gan bandamba, Burkina Faso, sud nomnia. Tenga gan